Bien, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. On va s'installer, laisser quelques instants pour voilà, permettre au plus grand nombre d'arriver, mais il faut que nous commencions. Alors, je vais commencer par faire l'appel des membres présents de notre conseil communautaire. Pour la commune d'Aiglemont, Philippe de Cobert est présent. Pour la commune d'Arreux, Agnès Hénon est présente. Pour Ballan, Alban Collinet aussi. Pour Bazeille, Francis Bonne également. Michel Normand pour Belleval est bien là. À Chalandrier-Lair, Pierre Delforge a fait pouvoir à Christophe Marot. Voilà. Virginie Aitmadi a fait pouvoir à Fatia Banou. Oui. Qui elle-même est présente. Tout à fait, elle anticipe l'appel. Aziz Mebarki sera en retard et a fait pouvoir à Véronique Corme en attendant. Donc Fatia Banou est bien là. Alain Barthélémy aussi. Hervé Beckrich, il est là. Françoise Bourigovi également. Sandrine Abris est présente. Salah Chaouchi, il aura du retard, d'accord. Quentin Clarin a fait pouvoir à Yves Huard. Voilà. Véronique Corme est là. Darkaoui Elaoui. Pas d'informations, mais a priori, il nous rejoindra. Il sera en retard, d'accord. Catherine Dejean a fait pouvoir à Simone Lejeune. Marie Dizan, elle est là. Michael Duflox, il est là, merci. Patrick Fostier sera en retard, parce qu'il est à une autre réunion. Et il a fait pouvoir à Edith Zarny, semble-t-il, en attendant. Odile Glacet est là. Cyrielle Guillemin, pas d'infos, on verra. Yves Huard est bien là. Frédéric Jolion. Céline Rouanette, elle est là. Simone Lejeune est bien là. Anaïs Lepage, oui. Armel Lequeux-Laménie est là. Guillaume Maréchal, il est en retard, très bien. David Cornet, Antonino Mecca, Boris Ravignon est là. Yacine Sen, bon, on verra. Eddie Zarny, il est là. Sylvain Dalla Rosa est excusé. Anne Papier est excusée. Est-ce que Christophe Dumont est là ? Non, on verra. Thierry Alexandre, il est là. Jean-Luc Pinto aussi. Baptiste Frère est là. Christian Schneider également. Christophe Marot aussi. Christian Velter, pas de nouvelles. Sarah Mineur est bien là. Coralie Durand, elle est là. Bon. Valérie Garand aussi. Cédric Brands, il est là, je crois, même s'il n'écoute pas ce qu'on dit. Martine Le Certisseur est là. Frédéric Gilmer est bien là. Cathy Ninin, elle est là, pardon, je ne te voyais pas. Gilles Michel, il est là. Raymond de Mahut aussi. André Godin, je le vois. Michel Fontaine, non, on dirait, bon, est excusé, pardon, je le savais, voilà. Pour Audrecy, Philippe Claude sera un peu en retard. Ah bon, eh ben voilà, super, parfait. Donc il était moins en retard que moi. François Pierrequin est bien là, pour Ouldizy. Pour Illy, Jacques Muller, il est là, Jacques, parfait. Issancourt et Rumel, Ghislain Debeff est bien là. Jean-Paul Collinet aussi. Alain Fortin, je l'ai vu. Voilà. Xavier Pêcheux, pardon, et fait pouvoir à Catininin. Radouane Arar, il est là. Sylvia Tucci, elle est là aussi. Olivier Petitfrère est excusé. Hugues Jacques, voilà, pour Montsier Notre-Dame. Dominique Vafflard sera en retard, sauf s'il est arrivé finalement. Non, il sera bien en retard. Jean-Luc Claude, il est là. Myriam Aubard, elle est là. Yacine El Laoui, pas de nouvelles. Amélie Lamoureux est là. Florian Lecoultre aussi, super. Il m'avait dit qu'il serait en retard, mais finalement moins que moi. Marie-Pierre Debreu est présente. Olivier Marlet, pas d'infos. Philippe Daven, il est là. Bruno de Dion est là aussi. Delphine Léonard pour Saint-Aignan. Oui, bonsoir. Laurent Forget
Je vois pas. Roger Vatelet. Bonsoir Roger. Frédéric Gillet. Pas d'infos. Philippe Cano est excusé. Farid Bessadi. Il est là. Alexandra Cabla. Bon. On ne sait pas. On verra. Marzia de Bonny. Inès de Mongon. Didier Herbillon est là. Laurent Jubot est excusé. Rachel Louis sera en retard et a fait pouvoir à Didier Herbillon en attendant. Franck Marco. Maxime Villa. Il est là. Odile Berthelot. Oui. Éric Lanzoni. Il est là. Très bien. Denis Auprêtre est là. Gérard Carbonneau a fait pouvoir à Philippe Claude apparemment. Jean-Louis Boucher. Il est là, Jean-Louis? Non. Jérémy Dupuis est là, voilà. Evelyne Landard. Oui, elle est là, bonsoir. Christophe Heller, il est là. Rodrigue Durello. Non. Dominique Nicolas Viau. Oui, bonsoir. Patrick Dutertre est là. Geneviève Glachon a fait pouvoir à Patrick Dutertre. Yann Grégoire, il est là. Bruno Cuny aussi. Et Jean-François Gosset aussi. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut demander peut-être à deux d'entre nous de bien vouloir jouer le rôle de secrétaire de séance? On se tourne d'habitude vers des gens expérimentés. Tu me vois arriver, Raymond. Bon, est-ce que Raymond et Jean-Paul Collinet auraient accepté d'être... Oui, super. Merci à vous. Bien, alors, nous avons 21 points, je crois, à l'ordre du jour de notre conseil ce soir. C'est bien, dit Didier. C'est bien, c'est vrai, c'est bien. Voilà, mais en faisant un peu plus de conseils communautaires, on a des ordres du jour moins chargés et je crois que tout le monde s'en félicite. Eh bien, on va commencer avec le premier point, qui est un compte-rendu des décisions directes du président. Alors, je ne sais pas si ça suscitera des questions. Simplement pour vous dire, par exemple, que sur la première énumération des marchés, par exemple, passés par la direction des finances et de la commande publique, les services d'Ardennes Métropole ont comptabilisé que, grosso modo, on est à un peu plus des 2/3 des marchés qui ont été passés ici. Alors, c'est un exemple pris au hasard, mais les 2/3 ont été passés auprès de fournisseurs installés sur Ardennes Métropole. Donc 2/3 de notre commande publique là est allé à des entreprises d'Ardennes Métropole. Et puis finalement le petit tiers restant pour la France et un peu pour le Grand Est aussi. Voilà, c'est pas non plus l'étranger. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce compte rendu? Oui, Christophe Marot. Est-ce qu'on peut donner un micro? Merci. Oui, merci. Simplement une question sur l'opération de... J'ai vu qu'on avait attribué les marchés de travaux pour l'assainissement de Fagnon. Simplement un bilan de cette opération. Là, nous avons des dépenses, les recettes. Quel est au final le coût global de cette opération à la charge de la collectivité? Alors là, je pense que celui d'entre nous qui aurait vocation à t'apporter la réponse, c'est Patrick, mais effectivement, c'est un peu... sans préavis comme ça, on va trouver les... Autour de 2 millions de travaux, et puis on a une subvention de qui là-dessus? De l'agence de l'eau. Bon. Et donc on va regarder quel montant ça représente, et on pourra te faire passer. 40... C'est déjà pas mal, oui. 45%, si on aurait quand même 45% de subvention de l'agence de l'eau, c'est pas si mal. C'est bien en ces temps. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Parfois, on faisait des opérations d'assainissement sans avoir de subvention du tout. Il y a une époque où on avait de vraies subventions aussi, plus importantes. Oui. Donc, oui, voilà. mais là, on parle d'une époque que les jeunes de maintenant ne peuvent pas connaître. Je te remercie. mais je veux bien malgré tout le bilan avec un peu plus de détails. Hein. Merci. Bon, tu es d'accord, on te fournira ça à la prochaine commission? Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Très bien.
D'autres questions? Non? Bien. On en prend acte de ce compte rendu. De la même manière, compte rendu, cette fois-ci le rapport numéro 2, c'est le bureau communautaire. Donc là, cette fois-ci, vous avez la liste des décisions qui ont été prises par le bureau. En l'occurrence, je pense il s'agit de la dernière, d'une des dernières réunions, 22 septembre. On a dû se réunir depuis. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non plus. Eh bien, on en prend acte, parfait. Alors, le rapport numéro 3 va nous proposer un certain nombre de désignations dans des organismes tiers. On commence par le syndicat mixte du SCOT, où il est proposé, en remplacement de Sébastien Doc démissionnaire, de désigner Éric Lanzoni. Je crois que c'est lui qui l'a souhaité. Oui, c'est bien ça? Oui, très bien. Et puis au comité régional de l'énergie Grand Est, donc nous avons là 3 sièges réservés aux EPCI. Donc on a 6 élus à désigner avec un titulaire et un suppléant. Et donc, il est proposé que notre vice-présidente en charge du développement durable, Inès, soit désignée comme titulaire, et Patrick Faustier. Oui, on ne prend pas les 3 sièges pour nous, en fait. Mais si on a une représentation, ça peut suffire. Et en l'occurrence, ça me paraît assez opportun que ce soit nos collègues en charge de ces sujets qui nous représentent. Donc voilà, donc il s'agit à la fois de désigner Inès de Mongon comme titulaire et Patrick Faustier comme suppléant au comité régional de l'énergie Grand Est, et puis au syndicat mixte du SCOT d'acter le remplacement de Sébastien Doc par Éric Lanzoni. Est-ce que cela suscite des questions de votre part? Alors, je vais mettre ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, toujours poursuivons l'intégration d'Éric Lanzoni dans notre conseil communautaire, puisque donc le retrait de Sébastien Doc de la 4e commission, eh bien, Éric Lanzoni a souhaité lui succéder aussi en 4e commission. Voilà, donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est que nous actions ce choix, cette décision. Est-ce que ça suscite des questions de votre part? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Très attractive, la 4e commission. Le rapport numéro 5, c'est un rapport de gestion de la SPL XDMAT, Société publique locale XDMAT, alors qui nous fournit, qui est une structure publique, mais qui a vraiment un rôle de prestataire en matière de logiciels à destination des collectivités, un rôle extrêmement efficace et utile, puisque ce sont les outils que nous utilisons pour numériser la chaîne de signature, donc vite circulation d'un trop grand nombre de parapheurs, parce que ça n'a pas complètement mis un terme au circuit des parapheurs. Et puis surtout, ça nous permet de transmettre des documents importants avec les entreprises dans le cadre des marchés publics et avec l'État dans le cadre de X-Act, puisque c'est comme ça que nous transmettons nos délibérations. Est-ce que ça suscite des questions, ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose que nous en actions. Alors là, on acte le rapport, mais non, il faut l'approuver. Donc, on va le voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez, je vais donner la parole à Jérémy Dupuis, puisqu'il s'agit d'un rapport qui touche aux mobilités, même si ça se fait par l'intermédiaire du SCOT Nord-Ardennes que préside le premier vice-président. Jérémy, à toi. Très bien, merci Monsieur le Président. Donc, effectivement, rapport numéro 6 sur le lancement d'une étude, proposition du lancement d'une étude territoriale mobilité à faible émission à l'échelle du SCOT Nord-Ardennes. On vous précise dans le rapport, effectivement, qu'il y a 2 appels à projets possibles lancés par la région Grand Est à la fin de l'année 2021. Et donc, pour répondre au premier projet, eh bien, il faut aussi pouvoir répondre au second, puisque l'un et l'autre sont liés et vont ensemble. Donc, concernant surtout pour nous la conversion des flottes
où on pourrait avoir des aides qui pourraient monter jusqu'à 60 000 € par véhicule, et on est concerné en particulier par les bus et les bennes à ordures ménagères. Et pour pouvoir bénéficier de ces aides et de pouvoir répondre à cet appel à projet, il faut pouvoir posséder un projet une étude territoriale, en tout cas pas un projet de territoire, mais une étude territoriale. Et donc pour réaliser cette étude territoriale, qui en fait correspond à une étude de besoin de notre territoire en matière de conversion des flottes et d'évolution justement et de mutualisation des bornes de recharge ou des infrastructures de recharge, eh bien nous pouvons effectivement avoir des aides sur cette étude territoriale à hauteur de 80% si nous le délibérons avant le 31 décembre 2023 et 50% à partir du 1er janvier 2024. Et donc pour notre PCI, on a la possibilité d'avoir jusqu'à 40 000 €, puis 20 000 € par PCI supplémentaire. Et donc c'est de là est venue cette idée de pouvoir mutualiser, de demander au SCOT qu'il puisse porter cette étude, ce qui nous permettrait d'avoir plusieurs collectivités. Aujourd'hui, 5 EPCI, c'est-à-dire 4 en plus d'Ardennes Métropole, seraient intéressés, ce qui nous permettrait de porter l'assiette éligible à 100 000 € et donc de pouvoir bénéficier de 80% de subventions. Et donc, ce qui est plutôt intéressant, puisque ça participe aux objectifs du PCAET et ça intègre les enjeux du SCOT. Et c'est pour ça qu'on a choisi que cette étude soit portée par le syndicat mixte du SCOT Nord-Ardennes. Bien, donc nous en avions délibéré, enfin discuté en tout cas en commission avec cet objectif, et en commission on s'était posé la question effectivement du coût de ces études, puisque on parle de 100 000 € éligibles sur l'ensemble de l'assiette. Et donc suite à la commission et aux interrogations de mes collègues, interrogations collectives et pertinentes, eh bien on a fait quelques recherches. Je remercie Victor Monniot qui a procédé justement à cette prospection. Et pour vous donner quelques exemples financiers de coûts de cette étude territoriale, par exemple la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne a fait cette étude territoriale pour 39 775 €. Le syndicat mixte des transports du bassin de Briey pour 82 000 €. La communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence pour 35 350 €. L'Eurométropole de Strasbourg pour 83 602 €. Donc ce qui veut dire qu'on est jusqu'ici à chaque fois en dessous. On a pris 7 ou 8 communautés d'agglomération ou syndicats mixtes et on est en dessous des 100 000 €. D'ailleurs, ce qui a été intéressant dans cette étude, c'est qu'on a vu que l'Eurométropole de Strasbourg en a profité aussi pour intégrer le schéma directeur des bornes de recharge, ce qu'on appelle le SDIRVE, donc ce qui pourrait peut-être intéressant aussi à l'avenir pour nous de l'intégrer, ça n'existe pas encore sur le territoire du département des Ardennes, et il faudrait qu'on le mette en place. Donc ça pourrait être aussi ajouté dans cette possibilité de travailler avec le SCOT. Et donc du coup, c'est plutôt rassurant, puisqu'on est donc en dessous de ces 100 000 €. Donc ce qui fait que l'opération pour Ardennes Métropole donc, ne devrait pas coûter trop cher, et puis le SCOT pourrait piloter l'ensemble du projet. Voilà, Monsieur le Président, donc sur la demande qui est aujourd'hui de se prononcer sur en fait la réalisation de cette étude territoriale par le SCOT sur ces flottes, la possibilité de transformer nos flottes en faible émission. Voilà, Monsieur le Président. Bien, merci beaucoup, Jérémy. Alors, vous l'avez compris, c'est une étude pour pouvoir avoir accès ensuite aux financements principaux sur la conversion de la flotte. Notre flotte nos flottes de véhicules, dont j'ai appris tout à l'heure qu'on avait quand même tout cumulé, 192 véhicules, c'est ça ? 242, mais on a retrouvé 60 depuis. On a dit dedans, j'espère que je vais arrêter de demander, parce que sinon on va finir avec le parc automobile de la mairie de Paris, mais 242, d'accord, très bien. Bon, bah écoutez, du coup, tout confondu, oui, bien sûr, j'imagine. Les tondeuses autoportées compris, et les mobylettes, les camions, le jet du président, effectivement, j'imagine qu'il est aussi dedans. Bien, tout ça, en tout cas, on va essayer de le convertir à faibles émissions, et on verra effectivement quelles sont les technologies disponibles. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Non. Eh bien, à ce moment-là, je vous propose de mettre aux voix ce rapport. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le rapport numéro 7, il concerne une retouche à laquelle il nous faut procéder sur notre bail amphithéotique à destination de Frappe. Mais je vais laisser Odile Glacet nous expliquer tout ça. Oui, merci Président. Donc, afin de mener à bien la réhabilitation de la Massérienne,
Une consultation de maîtrise d'œuvre a été retenue selon une procédure formalisée avec négociation et remise de prestations. Conformément au Code de la commande publique, la sélection des candidats admis à négocier doit être faite après avis du jury, sachant que le président du jury doit obligatoirement désigner un collège de membres du jury possédant des qualifications professionnelles, ou du moins équivalentes, à celles qui seront exigées des candidats. Donc, il vous est proposé de fixer la composition du jury de la procédure formalisée avec négociation et remise de prestations pour la maîtrise d'œuvre de la réhabilitation de la Macérienne, à savoir les membres de la commission d'appel d'offres qui seront des membres de droit, un collège des maîtres d'œuvre, un collège des personnes présentant un intérêt particulier, et enfin se prononcer sur le versement d'une indemnité aux membres du collège des maîtres d'œuvre. Je vous remercie. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. Je vous propose que l'on mette aux voix donc effectivement ce sujet. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport numéro 8, c'est Michel Normand qui va nous en parler. Merci Président. Donc le rapport numéro 8, décision modificative numéro 1, essentiellement due à des motifs de fiscalité. Donc je suis à la page 46, les recettes réelles de fonctionnement qui baissent de 115 013. Dans le détail, la notification de TVA en compensation de la suppression de TH et de CVAE. Pour être tout à fait clair, j'ai déjà eu l'occasion de dire ici que la compensation de TH par la TVA était une super bonne affaire en 2022. Cette année, elle est un petit peu moins bonne, mais elle est toujours bonne. Et je pense que c'est le genre de choses qu'il faut regarder sur un temps long. Pour le moment, c'est plutôt... on y gagne plus exactement. La troisième ligne, TH résidence secondaire, vous avez sans doute entendu parler que certains de nos compatriotes qui habitent une résidence principale avaient reçu une TH de résidence secondaire. C'est une erreur de l'État, et quand l'État fait une erreur, elle assume. C'est-à-dire que là, nous avons plus de 113 578 €, c'est acquis, sauf qu'il ne faudra pas compter dessus l'année prochaine. L'IFER, plus 9 200, la CFE, plus 20 000, la taxe de séjour, plus 50 000, la TASCOM, ça par contre c'est acquis, 259 790. Le FPIC un petit peu en baisse, le fonds départemental TP un tout petit peu en hausse. Tout le reste, ce sont quand même des recettes un petit peu moins élevées. Tout ça pour dire que le virement vers l'investissement passera de 4 537 867 à 4 385, c'est-à-dire une baisse, comme c'est indiqué dans le rapport, de 152 203. Page suivante, les dépenses réelles de fonctionnement qui augmentent de 37 190, essentiellement dû au virement qu'on vient de faire. Loyer et charges de la maison des spécialistes, un petit peu plus, vous avez tout le détail des dépenses réelles de fonctionnement. À souligner la dernière ligne, subvention à l'économie, c'est pas parce qu'on a fait moins de subventions à l'économie, c'est tout simplement parce qu'on a eu moins de demandes des entreprises pour s'équiper. Investissement, recettes réelles d'investissement, moins 1 833 160. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de baisses. Alors ces baisses-là ne cachent pas des projets qu'on aurait discrètement abandonnés, c'est tout simplement des dérives, entre guillemets, de calendrier. À souligner quand même la deuxième ligne qui est une extrêmement bonne nouvelle qu'on attendait, c'est-à-dire la subvention pour la maison médicale de Sedan, sur laquelle je vais revenir dans les autorisations de programme. Les dépenses d'investissement, les dépenses réelles, vous les avez en bas de la page. Ça nous permet, sur le budget général auquel nous avions au budget primitif prévu d'emprunter 8,7 millions. Au budget supplémentaire, nous avons baissé ce recours à l'emprunt de 5 millions. Et dans cette DM, vous voyez qu'on le baisse de 1 817 000. C'est-à-dire que sur le budget général, en 2023, on empruntera 1,9 million, alors qu'au budget primitif, on était à 8,7 millions.
Je passe aux autorisations de programme, page 48. Vous voyez que les autorisations de programme sont classées en plusieurs répertoires. Le premier état d'avancement des opérations ci-dessus, l'ajustement des échéanciers, donc sur l'accessibilité, sur le fonds de développement territorial. C'est la même chose que pour les subventions à l'économie. Le fonds territorial, je rappelle que c'est à destination des communes au titre des 4 fiches permettant une aide aux communes avec des modalités bien particulières si on n'a pas de demande. Et en l'occurrence, là, on en a un peu plus, donc on rajoute 170 000. Fonds d'intervention touristique, on a un peu moins de demandes, donc on enlève 30 000. Accessibilité du CRD, on enlève 60 000. Médiathèque, on ajoute 1 300 €. Je passe à la page d'après, toujours dans la même rubrique, les piscines, le tapis point de Sedan, l'OPA, ville et village, et le centre aquatique de Sedan. Deuxième partie des modifications sur les autorisations de programme. Les programmes étant terminés ou devant être définis, les autorisations de programme doivent être réduites. C'est donc le cas sur la piscine de la Ronde Couture, sur le stade du Gauguez, sur la maison de la communauté. Étant entendu que pour celle-là, il y a une autre AP, efficacité énergétique, aménagement de la plaine de la Massérienne. Et vous voyez que la SMAC, l'AP est carrément supprimée, tout simplement parce que on va la retrouver dans les pages suivantes. L'atelier de venaison, c'est pareil, on n'a pas renoncé à faire l'atelier de venaison, il est tout simplement intégré au programme de la gare. Le montant des programmes, page suivante, à la page 50, le montant des programmes ci-dessous doit être réajusté. Le quartier de la gare, justement, qui est en augmentation puisqu'on ajoute l'atelier de venaison. Les ouvertures de plis relatives à la maison médicale de Sedan, qui est considérablement augmentée, mais à la fin de mon propos, je ferai une communication puisque en première commission, il y a eu sur ce sujet une demande particulière. La Massérienne, vous voyez que ça augmente, mais on a supprimé l'AP à la page d'avant. Les performances énergétiques, on a quand même quelques mauvaises surprises sur les ouvertures de plis concernant les bâtiments sur lesquels on a travaillé, le CABA et la maison de la communauté. La maison des spécialistes qu'on modifie un peu. Quatrième point, la finalisation et le montage de dossiers ci-dessus nécessite l'ouverture de nouvelles autorisations de programme. Ça concerne l'hôtel Place du Cal qu'on a voté ici même et tous les bâtiments de l'EPFG et l'idée, c'est de les recéder. Alors, je fais la petite communication suite à la demande qui avait été faite en première commission. Un certain nombre de questions donc, ont été posées. Une seule question n'a pas donné à ce jour de réponse, et Philippe de Cobert, puisque c'était lui l'auteur de la question, me le rappelait tout à l'heure. Elle concernait l'évolution du programme pour la construction de la MSP de Sedan. Cette autorisation dégrite en page 50 sur 169 passe effectivement de 2,5 millions à 3,9 millions. Alors nos services interrogés depuis ont apporté les précisions techniques et administratives suivantes. Au niveau des modifications techniques, la vêture, alors c'est en fait le bardage, si j'ose dire, du bâtiment. Un monte-malade a été ajouté. Les locaux seront climatisés et la conjoncture générale actuelle pousse les prix vers le haut. Comme demandé en commission, un calcul de pénalité a été fait, de pénalité du maître d'œuvre, je parle. En l'état actuel des choses, une pénalité de 42 000 pourrait être appliquée au maître d'œuvre pour dépassement. Néanmoins, considérant comme insatisfaisantes ces explications, nous avons convoqué, j'insiste sur convoqué, le maître d'œuvre et l'entreprise de maçonnerie VRD, qui à elle seule représente près de 80% du problème. Le gérant de cette société, par ailleurs président de la Fédération française du bâtiment des Ardennes, pourra expliquer ces écarts, en particulier nous persuader qu'il ne s'agit pas d'un effet d'aubaine. Toutefois, même si cela ne constitue pas une raison de dépenser sans compter, il convient de noter sur cet important projet, et j'en ai parlé tout à l'heure, l'obtention d'une subvention d'1 million d'euros venant de l'ARS. Les budgets, je passe donc au budget annexe. Le budget des transports, on n'y touche pas et on laisse bien évidemment l'emprunt en général à zéro. Le budget annexe de l'eau, les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement, là, on va se faire mal et on se fera encore plus mal au prochain conseil communautaire puisque nous devrons approuver, ou pas approuver d'ailleurs, toute une liste d'admissions en non-valeur. Je rappelle quand même que sur le budget de l'eau, l'emprunt était à hauteur de 4 256 000. Aujourd'hui,
compte tenu de cette DM et des budgets supplémentaires, il est d'1 581 000. Pourquoi je vous donne à chaque fois la modification de l'emprunt? C'est parce que j'ai totalisé tous les emprunts qu'on était censé faire et tous ceux dont on aura besoin. Page suivante, le budget annexe de l'assainissement. Bon, je ne reviens pas sur les admissions en non-valeur. Vous voyez qu'en investissement, et je crois que Patrick a la réponse à la question tout à l'heure de Christophe Marot, les ajustements de calendrier sur les travaux de Fagnon, alors j'insiste, c'est des ajustements de calendrier. Ça ne veut pas dire qu'on fera 348 000 euros de travaux en moins. L'emprunt reste donc sur le budget de l'assainissement à hauteur de 2,553 000 euros. Le budget de les zones d'activité, on ne change rien. Le budget annexe du camping, on ne change rien. Le budget annexe des déchets, on fait un certain nombre de petites modifications, tout simplement pour être tout à fait clair, parce qu'il nous manque 40 000 euros sur le 0,12 pour assurer les salaires de décembre. Et l'emprunt sur ce budget des déchets reste à 394 794. Je vous ai donné à chaque fois la hauteur de l'emprunt. Si je fais la somme de tous les emprunts qui étaient prévus au budget primitif en mars, on avait prévu d'emprunter 23 millions d'euros. Et avec tous les budgets supplémentaires DM qu'on a fait et la récupération des excédents, on n'empruntera entre guillemets que 6,8 millions d'euros. C'est à peu près le capital qu'on aura remboursé. En clair, on ne devrait pas s'endetter de façon supplémentaire en 2023. Voilà, Président. Merci. Et effectivement, je souligne comme Michel l'obtention pour la maison médicale de Sedan d'une subvention de l'ARS d'1 million. À ma connaissance, c'est la première fois que l'ARS vient sur un projet immobilier. En général, ils aident la rédaction du projet médical, parfois certaines acquisitions de matériel. On a pu bénéficier un petit peu d'aide, par exemple sur la maison des spécialistes, mais l'immobilier, c'est effectivement une heureuse évolution. Pour le reste, y a-t-il des questions? Oui, Christophe. On t'a laissé un micro, parfait. J'ai remarqué, oui, merci. Et là encore, une heureuse anticipation. Sylvain n'est pas là. Ah, c'est ça ton ambition, d'accord. Alors, petite question pour avoir quelques précisions. Alors, j'entends bien qu'également, c'est des questions sur lesquelles il n'est pas évident de répondre sur l'instant, mais si vous pouvez les noter et apporter réponse a posteriori. Notamment, j'ai vu dans le premier tableau sur les recettes réelles de fonctionnement, un poste concernant la participation des communes à la police intercommunale. Donc, au jour d'aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, c'est 3 policiers intercommunaux. C'est ça ? 1, d'accord. Oui. Il y a eu moins de participation concrétisée que d'intention affichée au départ. D'accord. Donc c'est un sujet qui avait quand même alimenté pas mal de discussions à l'époque et j'aurais aimé avoir simplement le bilan de cette action. Je pense qu'on devrait pouvoir le faire effectivement prochainement, oui. Ça fait maintenant combien de temps qu'elle fonctionne, notre police intercommunale, depuis le début de l'année ? Bon. Donc on va peut-être lui attendre la fin de cette année, comme ça on aura un an au moins, et puis on pourra faire le bilan. Mais donc effectivement, pas de souci sur les opérations et sur le financement du poste, avec naturellement l'agglomération qui supporte la dépense, et puis des participations des communes qui sont liées à la demande qu'ils ont exprimée, autant que passe effectivement l'agent sur les différentes communes. Mais ce qui est toujours un peu surprenant, c'est le manque d'adéquation, le manque d'adéquation entre ce qui était exprimé de prime abord, parce que si on a créé cette police intercommunale, ça veut dire qu'il y avait des demandes, et ça veut dire qu'on voulait la faire tourner, on voulait la faire fonctionner, et au final, ce que je retiens, c'est qu'il y a un policier, interco, et finalement très peu de participation des communes, ce qui veut dire qu'il y a très peu de demandes. Donc entre la demande initiale qui était exprimée et finalement le résultat, il y a un gros delta. Donc voilà, c'est un sujet, mais c'est quand même quelque chose à retenir, quoi. Oui, alors après, on vit tous des périodes complexes dans lesquelles il est aussi possible que certaines communes, entre le moment où elles nous ont exprimé le souhait d'un policier et le moment où elles ont fait leur compte et imaginé, regardé ce qu'elles pouvaient mobiliser, et réfléchi et vu les choses plutôt à la baisse. Moi, on va pas jeter la pierre à quiconque dans cette affaire. Il me semble que
parce qu'on essayait d'initier une démarche. Alors ce qu'on n'avait pas prévu, et ça en revanche c'est un effet secondaire assez pénible, c'est que le code de la sécurité intérieure ferait que pour d'autres communes, en l'occurrence Prix-les-Mézières, Warcq et la Francheville, qui eux aussi avaient un projet de mutualisation de policiers municipaux, le fait qu'on ait délibéré pour créer cette police intercommunale les empêchait eux de le faire. Ça, alors là, on l'a malheureusement découvert par une lettre d'observation du préfet après coup. Mais à part ce point, on a créé le poste, on a créé finalement une fonction. Bon, on espère que le bilan qu'on pourra en faire, qui me semble malgré tout positif en termes opérationnels, pourra donner envie peut-être à d'autres de rejoindre le dispositif ultérieurement. C'est pas maintenant la voie est ouverte, et puis quitte à enquiquiner hélas et très indirect, très involontairement d'autres, autant que ça serve quand même pour les communes qui rentrent dedans ici dans le cadre communautaire. Oui, vas-y, continue. Oui, j'ai quelques autres questions, si tu le permets bien. Une question sur donc les dépenses réelles d'investissement et sur une opération particulière qui a été la rénovation énergétique d'une partie du siège de la communauté d'agglomération. C'était une opération que je voyais très vertueuse et je vois bien qu'elle va se dérouler, hein, ce n'est pas le sujet, mais je vois qu'elle souffre d'un certain nombre de retards. Quelles en sont les explications? Quels sont les freins à cette opération au jour d'aujourd'hui? Alors, Philippe, est-ce que Philippe ou Michel, je ne sais pas, qui a les éléments? Essentiellement plusieurs appels d'offres pour essayer d'avoir le meilleur prix possible. Donc des infructueux. Voilà. D'accord. Pour poursuivre, toujours dans les dépenses réelles d'investissement sur la compétence GPU, c'est une question que je réitère quelque part sur les modalités de financement d'une part, et puis ensuite sur les détails des opérations qui sont réalisées. Donc c'est une question que j'avais posée il y a déjà quelques temps, sur laquelle j'ai pour l'instant pas eu de réponse. Donc s'il était possible de m'apporter ces éléments de réponse, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu. Aujourd'hui, on n'a pas de financement pour cette compétence. Donc il va bien falloir qu'on trouve une clé de financement, et ça m'interroge fortement de savoir quelle sera cette clé de financement, quelles seront les modalités de financement. Je rappelle quand même que dans le cadre de la CLECT, on lève 300 000 €. Et justement, on vient d'en parler avec Patrick. On est en train de se mettre d'accord pour se voir à deux avec les services et organiser avant la fin de l'année une CLECT. Oui, j'imagine bien. Dans ce cas-là, tu auras tous les détails des opérations. L'inquiétude que j'exprime à travers ce propos, c'est simplement d'avoir des ponctions de façon très très lourde sur nos attributions de compensation qui viennent du jour au lendemain. Voilà, c'est simplement ça, ça me fait vraiment peur, d'autant plus que la CLECT, elle se réunit en fin d'année. Les budgets sont déjà actés depuis fort longtemps. Et la CLECT de fin d'année, c'est pour solder des choses qui ont été définies de manière provisoire avant, et jamais pour appliquer en cours d'année, et encore moins en fin d'année, des décisions au budget. Hein. Je l'espère bien. Enfin voilà, il y a une réelle inquiétude. Mais mon questionnement, c'est pas autre chose que cette inquiétude. Comme ça. Oui, tout à fait. Si je peux me permettre, Président, tu peux voir, Christophe, dans les recettes d'investissement, qu'il y a une participation d'une commune à 28 500 € qui respecte le règlement, et cette commune, je la connais particulièrement bien, qui respecte le règlement des travaux GPU. Donc il n'y a pas que des dépenses à assumer, il y a aussi quelques recettes. Oui, je sais bien, mais il y a quand même de gros projets dans les cartons. Voilà, c'est tout à fait normal, il faudra bien les financer. Donc voilà, c'est une remarque qui est un peu récurrente, j'en suis désolé, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment de réponse, et je pense ne pas être le seul à poser la question, en tout cas me poser la question. Ma dernière intervention sur ce sujet, en fait, cette fois-ci, c'est pas une question, simplement une remarque. On voit effectivement, alors c'est en page 50, un certain nombre d'augmentations au niveau des AP, des fois de fortes augmentations. Alors pour certaines, elles peuvent être expliquées, tout au moins partiellement. Si je prends par exemple le quartier de la Gare, effectivement, on réintègre l'atelier de venaison. Mais malgré tout, si on réintègre ces 2 millions liés à l'atelier de venaison, c'est encore une augmentation de l'ordre de 40% sur des montants pareils, c'est pas négligeable. On a vu effectivement les explications sur la maison de santé de Sedan, le dépassement est énorme au jour d'aujourd'hui. Il y a un certain nombre comme ça d'opérations sur lesquelles on observe de fortes évolutions. Et en fait, là, c'est vraiment une remarque et c'est une inquiétude en fait, que j'exprime derrière ça, parce qu'on est dans un contexte où on maîtrise très très peu les choses sur le plan financier. On est dans une sorte
tout est possible aujourd'hui. En fait, les règles qu'on connaissait par le passé ne s'appliquent plus aujourd'hui et on observe des dérives qui sont hors du commun. Et c'est forcément inquiétant. On ne parle pas de quelques sous, là on parle quand même de plusieurs millions et à terme ça peut vraiment être un peu préjudiciable pour notre collectivité et nos collectivités au sens large. Bon, alors l'exercice là de correction d'un certain nombre d'AP à ce stade en DM, ça poursuit un objectif de vérité comptable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des enveloppes et qu'il faut que ces enveloppes elles correspondent à des montants réels. Alors, il y a des AP, honnêtement, on aurait pu s'apercevoir depuis un petit moment que le montant qu'on avait inscrit ne correspondait plus parce que parfois c'est depuis plusieurs années qu'on aurait dû faire la correction comptable. Donc c'est pas des enveloppes qui connaissent en ce moment une augmentation, c'est plus finalement une forme de nettoyage ou de mise à jour de nos montants d'AP qui méritait d'être fait. Ensuite, tout ça va se synthétiser dans une programmation pluriannuelle des investissements. On va en reparler en commission et puis à notre prochain débat d'orientation budgétaire. Parce qu'effectivement, c'est probablement sain qu'une collectivité ait plus de projets qu'elle ne peut en financer. Mais ce qui ne le serait pas sain, ce serait qu'effectivement, on poursuive l'ambiguïté dans la construction du budget. Dans la prochaine construction du budget, à laquelle on va tous participer, enfin participeront ceux qui le veulent en commission bien sûr et ensuite en conseil communautaire, on va en retenir un certain nombre. Y inscrire des crédits pour 2024 je le dis moi, c'est pour ça que on insistait aussi peut-être sur le cofinancement qu'on a reçu sur de l'ARS pour la maison de santé de Sedan. La question des cofinancements devient absolument cruciale. C'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup de lignes, des lignes qui augmentent, et la question de savoir si on a des cofinancements, c'est-à-dire si on a des engagements vis-à-vis par exemple de l'État ou de la région sur la réalisation d'un projet et si on est bien aidé pour le faire, ce sont effectivement des sujets qui vont faire qu'on pourrait avoir tendance plutôt à retenir ces opérations-là. Les opérations à l'inverse, sur lesquelles on sera tout seul, où on n'aura pas de participation des autres, c'est clair qu'on va avoir tendance effectivement à les faire redescendre et à pas les retenir dans la prochaine programmation budgétaire. Donc ces AP, elles ne sont pas définies aujourd'hui pour ad vitam aeternam, elles sont mises à jour aujourd'hui et puis c'est l'année prochaine, enfin ou plutôt les mois qui viennent plutôt pour l'année prochaine, pour le budget 2024, que là cette fois-ci on sera comme tous les bons maçons au pied du mur et qu'il faudra retenir les projets qu'on financera vraiment. Si je sais pas si tu... Oui. Merci pour ces explications. De rien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on mette aux voix le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport suivant, c'est Patrick Dutertre qui va nous en parler. Oui, donc avant d'attaquer ce rapport numéro 9, je voudrais répondre à la question de Christophe de tout à l'heure. Là, je remercie Christophe Julien, notre directrice du Grand Cycle de l'eau et de l'environnement, de m'avoir passé ces infos. Donc les travaux de Fagnon, ils sont de l'ordre de 2 187 372 et la subvention accordée donc, par l'agence de bassin est de 1 209 033, soit 55%. Voilà. Donc le rapport numéro 9, le rapport numéro 9, c'est simplement l'application d'une décision que l'on avait prise, d'adopter un principe, c'est d'accorder aux communes qui ont procédé au transfert intégral de leur excédent une subvention correspondant aux additions en nos valeurs lorsqu'elles auraient à les prononcer. Donc aujourd'hui, on vous demande donc d'accorder à la commune de Vry-de-Meuse une subvention. Donc toutes les 4 subventions sont prises sur le budget de l'eau. 1809,49 €. La commune de Saint-Aignan, 110,29 €. La commune de Viviaucourt, 6264,71 €. Et la commune des Évelles, 1140,96 €. Voilà. Président. Oui, merci. Merci Patrick. Bon. Est-ce qu'il y a... on tient à nos engagements, c'est ça qu'on peut se dire? Oui. Bon. Voilà. Quand on veut aller réclamer parfois à d'autres de tenir les leurs, c'est pas mal d'être soi-même irréprochable. Est-ce qu'on peut mettre ce rapport aux voix? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport, alors on a trois beaux rapports sur le sport. C'est donc Cédric Brands qui va nous en parler.
Donc le rapport numéro 10. Donc l'objet, c'est la modification de l'intérêt communautaire en matière de politique et action sportive. Donc dans ce rapport, il vous est demandé de modifier les critères d'Ardennes Métropole dans la compétence que nous avons et dans le critère que nous avons de politique et action sportive d'intérêt communautaire. Donc en fait, il est proposé d'intégrer les 4 premières divisions de basketball masculin, donc ce qui permettrait de pouvoir avoir sous gestion Ardennes Métropole l'Étoile de Charleville, qui aujourd'hui rencontre pas mal de difficultés financières. Donc ça nous permettrait de pouvoir les aider via Ardennes Métropole. Et je vous rappelle une chose, c'est que la ville de Charleville, depuis 2014 et la création d'Ardennes Métropole, verse à Ardennes Métropole une attribution de compensation de 240 000 euros. Il est marqué 220 000 euros dans le rapport, mais c'est 240 000 euros. Donc depuis 2014, Charleville verse 240 000 euros à Ardennes Métropole, alors que la gestion de l'Étoile n'est plus une gestion Ardennes Métropole. Donc si on doit aider l'Étoile de Charleville, on se permettra de prendre une partie de ces 240 000 euros et de les verser à l'Étoile de Charleville, qui en a aujourd'hui grandement besoin. Alors je ne vous rappelle pas l'historique de l'Étoile de Charleville, avec tous les titres qu'ils ont eus, mais c'est aujourd'hui, dans tout sport confondu, le club qui a le plus beau palmarès dans les Ardennes. Donc il vous est demandé de vous prononcer sur cette modification de l'intérêt communautaire en matière de politique et action sportive d'intérêt communautaire et d'autoriser monsieur le vice-président ou le président en charge à signer tout document utile à la mise en œuvre de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Top, vas-y. Oui, donc en fait, sur ce sujet-là, mon avis est partagé. Et partagé pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'Étoile, c'est un club qui a une histoire, une vraie histoire. C'est indéniable. Il a porté haut l'image de notre collectivité, de la collectivité de Carouge-Massérienne pendant des années. Par contre, effectivement, changer ce règlement, c'est quelque part ouvrir une porte. Aujourd'hui, c'est un cas particulier pour l'Étoile. Enfin, c'est ça la motivation. Demain, y aura-t-il d'autres cas particuliers ? Voilà. Donc en fait, je suis partagé d'un côté, puisqu'effectivement, on a envie d'aider ce club, bien évidemment. Et de l'autre côté, c'est faire des cas particuliers et autant de cas particuliers qu'il y aura de demandes. C'est ça l'inquiétude. Alors, quel garde-fou on peut prendre pour éviter cette dérive ? Parce que pour moi, ça serait une dérive, très honnêtement. D'adapter le règlement en fonction des situations rencontrées. Bah oui, sauf qu'on l'a déjà fait pour le CSSA. Je vais dire. On l'a fait pour le CSSA à l'époque. Voilà. On est en plein dans ce que j'évoque. Non, mais à un moment on est sport de haut niveau. Je pense que la dérive. On a 3 clubs. À un moment, l'Étoile est quand même en National 2. Enfin, on n'est pas dans un club régional. Donc, à un moment, la dérive, elle peut s'arrêter au fait qu'on prend des clubs de niveau minimum de championnat national, quoi. Ne vous méprenez pas dans mes propos. Vous avez bien entendu ce que j'ai évoqué. Je suis vraiment partagé. J'ai pas d'avis tranché, effectivement. Pour moi, aider le club, c'est une chose importante. Après, voilà, je voudrais pas qu'on rentre dans une démarche qui fasse du cas par cas. Voilà. Et après, la volonté d'y mettre l'Étoile est aussi en rapport au fait que la ville de Charleville donne quand même 240 000 euros à Ardennes Métropole depuis 2014. Oui. Je pense qu'on n'est pas beaucoup de communes ici à faire ce geste. S'il y avait eu besoin, on aurait réclamé à revoir l'attribution de compensation et récupérer les sommes qu'on aurait versées pour des compétences qu'on n'avait plus. Donc aujourd'hui, voilà, on reprend une partie de ces 240 000 euros et qu'on reversera à l'Étoile quand on choisira, enfin on votera les subventions accordées au club. Mais bon, aujourd'hui, c'est quand même difficile. La ville de Charleville, aujourd'hui, donne, je sais pas, 50 000 euros à l'Étoile de Charleville, Boris 70 000 en subvention et puis ensuite des achats de places. Voilà, donc ça coûte quand même à la ville de Charleville aujourd'hui 70 000 euros plus 240 000 euros. Donc à un moment, je pense que ces 240 000 euros, ils nous sont versés tous les ans. C'est un peu normal que l'Étoile aussi revienne dans le giron d'Ardennes Métropole. Alors il y a une chose aussi que je voulais signaler, c'est que c'est pas parce qu'on va reprendre l'Étoile de Charleville dans le giron d'Ardennes Métropole qui s'ouvre le droit à la gestion de la salle Arena. Aujourd'hui, il y a un contrat de gestion avec les Flammes Carouge Basket. Et aujourd'hui, jusqu'à terme de ce contrat de gestion, il n'est pas question aujourd'hui de donner la gestion, une gestion aux Flammes et à l'Étoile, une gestion partagée. Aujourd'hui, la gestion restera bien aux Flammes Carouge. L'Étoile est avertie de cela. Et aujourd'hui, je ne pense pas que l'Étoile a la structure pour être capable de co-gérer cette salle. Donc aujourd'hui, le problème ne se pose pas. Mais oui, on arrive aujourd'hui à des situations où on se pose des questions. Après, on a des clubs comme Sedan qui disparaissent. Donc voilà, à un moment, on ne va pas non plus avoir sport de haut niveau et puis avoir qu'un club aujourd'hui. Donc c'est normal qu'on ait aussi envie d'ouvrir. Et puis je vous dis, le fait que la ville de Charleville
paye cette attribution, c'est la moindre des choses qu'Ardennes Métropole reprenne le club sous sa gestion. Et si on peut l'aider et l'éviter de disparaître, ça sera encore mieux. Ma remarque tout à l'heure, Christophe, elle était surtout pour dire que, en fait, n'ayant que 3 clubs à gérer, on est un peu quand même conduit à faire du cas par cas. Et le précédent, s'agissant de Sedan, il n'était pas lié à une idée d'une subvention, mais c'était pour permettre à l'époque qu'on puisse leur confier la gestion du stade. Donc on avait révisé effectivement le règlement pour pouvoir ensuite, ayant un club qui relevait d'Ardennes Métropole, leur confier la gestion du stade. C'était ça la logique qu'on avait suivie. Oui, avec 3 clubs, on est un peu quand même forcé de faire du cas par cas. On n'est pas d'autres collectivités. Moi, j'ai siégé au conseil départemental très longtemps. Quand on gère tous les clubs du département, effectivement, on peut avoir un barème et du coup, il y a X clubs qui sont à tel niveau. Bon, à quoi ça sert d'avoir un barème à partir du moment où voilà, cette fois-ci, aujourd'hui, on n'en a plus même qu'un club à gérer, nous, à l'heure qu'il est. Peut-être 2 à l'issue de ce vote-là. Et puis, on peut aussi souhaiter qu'un jour, on ait un club de football qui soit sur l'agglomération en capacité de revenir dans la définition qu'on a du sport de haut niveau qui va effectivement jusqu'à la N2 aujourd'hui. Ouais. Bon. Donc voilà la remarque. Et puis, effectivement... En plus, on homogénéise les 4 premières divisions pour le foot masculin, pour le basket masculin et pour le handball et volley. Donc c'est une homogénéisation au niveau masculin. C'est les mêmes divisions pour les 4 sports différents. Donc voilà, c'est pas plus gênant que ça. Et puis à un moment, l'étoile, il faut qu'on soit aussi capable d'aider les clubs quand ils ont besoin. Et quand ils ont besoin, c'est souvent dans les périodes difficiles. Donc il faut aussi qu'on soit capable de faire ce geste vis-à-vis de clubs qui sont en difficulté. Dans les moments difficiles, c'est pas quand les clubs sont en haut de l'affiche et rayonnent. Ils ont un peu moins besoin des collectivités. Il faut vraiment qu'on les soutienne dans les périodes où c'est les plus difficiles. Bon, et puis juste pour terminer, mais là, ce n'est pas une décision aujourd'hui à impact budgétaire, puisque là, c'est simplement la question de savoir si c'est ici qu'on discute, qu'on a cette discussion avec eux ou pas. C'est ensuite, bien sûr, dans le cadre du BP 2024 qu'on discutera de l'éventuelle subvention. Pour l'instant, ce sujet, il n'est pas tranché par ce rapport. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, est-ce que je peux le mettre aux voix? Je le fais, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On s'en reparlera naturellement. Le rapport suivant. Donc rapport numéro 11, donc c'est la création de nouveaux tarifs dans les équipements ludiques. Donc il y a 4 familles de tarifs qui vont vous être proposées. Donc il y a la préparation à l'examen BNSSA. L'examen BNSSA aujourd'hui était piloté par l'Union départementale des sapeurs-pompiers ardennais et dorénavant ça sera conduit par Ardennes Métropole. Donc on doit mettre un tarif sur notre grille tarifaire. Et donc c'est préparation physique et réglementation au BNSSA pour 200 €. Donc vous avez vu le coût du BNSSA dans le rapport, donc c'était avant 515 €. Et la saison 2023-2024, ça sera 525 €. Le tarif numéro 2, c'est les animations. Donc il y a des animations proposées dans les équipements ludiques qui sont tarifées soirée à thème. Quelle que soit la nature de la prestation, qui peut nécessiter des moyens et des coûts plus importants avec parfois l'intervention de personnel extérieur. Donc en fait, on a catégorisé, suivant les 2 équipements, donc on a pris les centres aquatiques et la patinoire, on a fait 3 catégories de prix. On a fait catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Donc pour le centre aquatique, c'est 8,60 € avec une prestation qui sera proposée. Catégorie 2, c'est 12 € avec 2 prestations proposées. Catégorie 3, c'est 15 € avec au moins 3 prestations proposées. Pour la patinoire, pareil, on a fait 3 catégories, 6,30 avec une soirée DJ simple, catégorie 2, 12 € avec soirée événementielle avec DJ, et catégorie 3, 25 € avec soirée gala. Pareil pour la réserve, il y a le point numéro 3, c'est la réservation de l'espace détente. Donc on est souvent sollicité pour des réservations de l'espace détente par des groupes, des associations sportives ou des groupes d'amis, alors souvent quand il y a des enterrements de vie de jeunes filles ou vie de garçons. Donc ces réservations, elles ont lieu en dehors des horaires publics et sont soumises au règlement intérieur de ces espaces. Donc il est proposé d'inscrire une ligne tarifaire nouvelle qui sera réservation espace détente, 10 € par heure et par personne pour un groupe minimum de 10 personnes et maximum 20. Et le dernier, c'est la location de ceinture. Donc on avait mis au tarif l'année dernière, enfin pour l'application au 1er janvier, on avait mis les locations de ceinture de natation à 50 centimes.
Ça avait suscité un petit débat en troisième com, notamment Farid avait relevé le fait en disant que c'était dommage pour les gens qui ne savaient pas nager de leur louer les ceintures à 50 centimes. Donc on a trouvé que cette remarque a été judicieuse et il est proposé de retirer ce tarif de la location de ceinture afin de permettre une mise à disposition gracieuse aux usagers ne sachant pas nager et ayant des difficultés avec la profondeur. Donc ces tarifs pour votre info seront appliqués à partir du 1er décembre 2023. Donc il est demandé aux membres de se prononcer sur la création d'un tarif préparation physique et réglementation BNSSA, sur la création de tarifs pour les animations dans les équipements ludiques, sur la création d'un tarif pour la réservation à titre privatif de l'espace détente des centres aquatiques, se prononcer sur la mise à disposition gracieuse aux usagers des ceintures de natation et sur l'actualisation des tarifs tels que présentés en pièces jointes. Voilà, et d'autoriser Monsieur le Président ou le Vice-président en charge des équipements et développement sportif à signer tout document utile à la mise en œuvre de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci Cédric. En tout cas, voilà, merci au service des propositions. Effectivement, sur la location de ceinture, je crois que c'est un beau geste qu'on pourrait avoir. De retirer ces 50 centimes de participation. Je me souviens de l'époque où, quand j'allais à la piscine, je devais mettre une ceinture. Voilà. En général, on a hâte d'apprendre à nager pour pouvoir s'en passer. Simplement, peut-être, s'il n'y a pas de questions, et pour la correction de nos rapports, sur la page 1, comme le faisait remarquer Patrick Guttert, qui fait décidément les totaux de tous les montants qu'il voit, des formations, ce qu'il fait sur le budget de l'assainissement, 25 plus 280 plus 200, ça doit faire plutôt 505 que 525. Si c'est la totalisation. Donc on pourrait... Non, mais ça permettrait d'afficher qu'on passe de 515 à 505, ce qui est quand même un gain pour le candidat. De 10 €, il n'y a pas de petit profit en ce moment. Voilà, cette correction peut-être étant faite, enfin, sauf si on a bien compris le rapport, je vous propose qu'on le mette aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Dernier rapport, alors là on se modernise, c'est très bien parce que il arrivait que le président d'Ardenne Métropole se fasse disputer par des clients potentiels, des usagers potentiels de la piscine qui ne pouvaient pas acheter leur ticket en ligne. Alors maintenant ça va être possible, Cédric. Voilà, donc le rapport 12, c'est la mise en place de vente et de réservation en ligne des entrées publiques aux équipements ludiques. Donc aujourd'hui, vous savez qu'on a un automate au centre aquatique Bernard Albin pour la délivrance d'entrées unitaires et le rechargement des passes. Dans les prochaines semaines, nous allons voir un site internet dédié aux équipements ludiques qui donnera la possibilité aux usagers de réserver et payer leur activité en ligne et d'acheter des entrées publiques. Donc à cette fin, il est nécessaire de souscrire un contrat monétique permettant d'encaisser les recettes via le site. Donc on a eu plusieurs propositions. On a retenu le contrat de Paybox qui était en pièce jointe. Je crois que vous avez dû avoir dans les dossiers. Donc il vous est demandé de nous prononcer sur l'adhésion au contrat Paybox. Donc du fait d'adhérer au contrat Paybox, on doit modifier les conditions générales de vente et d'utilisation. Et puis il y a des modifications sur l'article 35 du règlement intérieur des équipements ludiques. Donc il y a 8 points, c'est les 8 points qu'on vous a listés. Donc notamment, on essaie de faire un peu attention. Là, j'ai vu qu'il y a une loi qui allait sortir qui s'appelle la loi Lapin. Quand les médecins prennent des lapins à des rendez-vous, ben là, ça sera pareil. Il y aura une petite loi, il y aura une petite décision Lapin où les gens qui ne viennent pas aux équipements, ben on leur utilisera. Enfin, quand il y a la réservation fermée définitive, on remboursera plus si les gens ne viennent pas ou au cours et autres. Donc voilà, il y a quelques petites modifications dans les 8 points qui sont mis. Donc il vous est demandé d'autoriser, Monsieur le Président, son représentant, le vice-président en charge des équipements et du développement sportif, à signer tout document utile à la mise en œuvre de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Bien. Merci Cédric. On se demandait avec Didier si les lapins savaient nager ou si c'est un truc... Pas certain que ce soit... Maintenant, ils pourront avoir des ceintures gratuites. Bien, c'est une très bonne nouvelle, ça, je crois, ce dispositif de réservation en ligne. Là encore, il ne s'agit pas de retirer aux agents de notre
nos centres aquatiques une mission particulièrement, mais c'est d'offrir un service supplémentaire. Et puis, il y a tellement de choses intéressantes et plus importantes et peut-être plus intelligentes pour les usagers à faire dans un centre aquatique que de toute façon, on pourra les utiliser à d'autres choses, quand bien même il y aurait un peu moins d'activité au guichet. Bon, ben on le met aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, Marie-Pierre Debreu nous parle du rapport suivant, puisque c'est le retour du serpent de... C'est pas un serpent de mer, un serpent de terre, celui-là. Des terrains familiaux. Voilà, il s'agit d'un avenant à la convention de comaîtrise d'ouvrage avec la ville de Charleville-Mézières pour la réalisation de terrains familiaux. Donc le contexte, par délibération du Conseil communautaire du 24 septembre 2019, nous nous sommes prononcés favorablement pour la création de 14 terrains familiaux dans le cadre du projet de résorption du secteur du Bois d'Amour à Charleville-Mézières, avec la volonté de sédentarisation des gens du voyage. Dans ce même contexte, la ville s'était prononcée favorablement à la réalisation d'habitats adaptés. Et donc, dans un souci d'organisation et d'efficacité dans le montage de l'opération, de continuité par rapport à la phase de définition des besoins et de calibrage, et compte tenu du fait que la ville est propriétaire des sites de relocalisation provisoire et de relocalisation définitive des familles, et que l'une des propositions d'habitat est un habitat adapté pour la sortie d'insalubrité de compétences ville, Ardennes Métropole a donc procédé à un transfert de sa maîtrise d'ouvrage vers la ville de Charleville-Mézières afin d'assurer les aménagements de terrains familiaux pour un montant de 806 050 € hors taxe. C'est une estimation qui remonte à 2019. Donc la proposition est la suivante. La construction des deux équipements a pris du retard. Aujourd'hui, les consultations de marché sont terminées et font apparaître un coût total du projet de construction des terrains familiaux révisé à hauteur de 1 305 000 € TTC. Donc en tenant compte également des imprévus et de l'actualisation de prix. Le montant remboursé à la ville de Charleville-Mézières doit également se faire sur le TTC et non sur le hors-taxe, comme indiqué dans la convention initiale, Ardennes Métropole, récupérant ainsi l'AFC TVA. Les subventions obtenues ou bien en cours sont les suivantes. De la part de l'État, 375 459 € qui ont été notifiés. Et pour ce qui est du conseil départemental, la demande est en cours pour un montant de 259 326 €. La convention signée en mars 2020 doit donc faire l'objet d'un avenant pour tenir compte de ces nouveaux paramètres. Donc en fait, il y aura une modification, un nouveau budget prévisionnel TTC et qui est établi comme suit, avec des honoraires d'études d'un montant de 72 768 €, les travaux préparatoires d'un montant de 2 700 €, les infrastructures pour un montant de 178 854 €, les superstructures pour un montant de 582 183 €, les espaces extérieurs 332 371 € et l'actualisation est imprévue pour un montant de 136 124 €. Donc, à ce titre, il y aura aussi des modalités de paiement avec un versement à la signature de la convention pour un montant de 30% du hors-taxe, un versement en novembre 2023 pour un montant de 60% du TTC, sur présentation du décompte général et définitif, le solde. Donc, vous êtes amené à vous prononcer sur cette proposition d'avenant à la convention de comaîtrise d'ouvrage. Voilà, Président. Oui, merci. Alors, y a-t-il des questions sur ce sujet? Christophe, oui. Simplement une remarque, en fait, encore une fois, ça confirme bien ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de tendance. On voit une vraie évolution des coûts, des opérations, des investissements qui étaient projetés à un moment donné. Et quand on observe les coûts actualisés, on voit quand même une vraie progression qui pour moi est quand même inquiétante, quoi. Encore une fois, 35%. Donc je veux dire, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter en l'état, hein. C'est les circonstances qui font que, mais on observe ces évolutions-là sur toutes les opérations, que ce soit interco ou même communal, hein. C'est pas le sujet, c'est pas limité, hein. Voilà, tout simplement. On ne doit pas être à un montant aussi élevé d'augmentation, hein. Bah si, 967 000 € TTC contre 1 305 000.
30. Enfin bon, après, on peut ergoter, Oui, mais sur la première convention, on est basé sur du hors taxe, alors que sur Oui, j'ai repris l'actualisation, on est sur j'ai repris du le TTC. TTC. Mais peu importe, c'est pour vraiment marquer le contexte qu'on subit au jour d'aujourd'hui, que subissent les collectivités au sens large. Voilà, tout simplement. Et là-dessus, on ne peut qu'être d'accord. Hein. Je pense qu'effectivement, on vit effectivement des moments d'actualisation et d'ajustement à la hausse de tous les projets. Alors, face à ça, comment réagir? D'abord en demandant pied à pied des justifications. Alors, des fois, c'est possible. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la maison de santé pluridisciplinaire de Sedan, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça prend malheureusement aussi un peu plus de temps, et donc parfois on a tendance à ralentir malgré tout les projets en faisant ça, mais bon, il faut choisir entre faire des économies ou gagner du temps, mais c'est difficile souvent de faire les deux en même temps. Donc, et puis je pense qu'on peut avoir intérêt, je parle là peut-être, c'est plus une expérience que j'ai sur certains projets de la ville, où j'ai l'impression qu'il faut qu'on s'organise pour avoir des demandes qui ouvrent le plus de concurrence. Prendre un exemple, quand vous demandez, vous allez voir probablement de quoi il s'agit, quand vous demandez une passerelle super compliquée à réaliser, avec un encorbellement que d'un côté, comme ci, comme ça, vous avez peu d'entreprises qui savent le faire. Et donc, les rares qui savent le faire, elles ont tendance à demander une rémunération très importante de leurs prestations. Quand vous demandez des choses assez banalisées, parce que vous arrivez à découper justement dans ce dont vous avez besoin ou à ramener à une prestation très, très banalisée, eh bien cette fois-ci, il y a un peu plus de concurrence, et quand même, c'est quand même ça qui fait baisser les prix, quoi, qu'on le veuille ou non. Et donc, ça demande un travail en fait entre nos services de commande publique et les services techniques, pour qu'à chaque fois, le plus possible, on arrive à se rapprocher et à se remettre sur des choses banalisées, parce que la concurrence fait quand même encore un peu pression à la baisse sur les prix. Mais ça n'est pas simple, c'est sûr. Oui, Farid. On peut donner un micro à Farid Bessadi? Même s'il s'exprime qu'une fois, il faut quand même essayer de lui donner un micro. Après, tu pourras le garder si tu veux aussi. Merci, je vous trouve particulièrement en forme, monsieur le Président, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui vous arrive ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis content de vous voir. Je vois ça, je vois ça. J'entends ce qui est dit, moi, sur l'augmentation des prix. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, selon moi. La première, c'est que les opérations telles qu'elles étaient évaluées, elles ont été évaluées il y a plusieurs années. Ce qui veut dire que, bon, effectivement, quand elles ont 4 ou 5 ans pour certaines, quand on se met à les réévaluer 4 ou 5 ans plus tard, on peut s'attendre à des augmentations de prix qui sont relativement importantes. On a vécu la crise du Covid, on vit aujourd'hui la crise d'augmentation du coût des matières premières, l'augmentation du coût de la main-d'œuvre. Tout ça ne peut que se traduire par une augmentation massive du coût de nos opérations. Donc ça, c'est pour les difficultés qu'on rencontre les uns et les autres dans nos collectivités. On rencontre les mêmes difficultés à la ville de Sedan. Et puis j'ai envie d'avoir une petite pensée pour les gens qui sont en face de nous, et notamment toutes les entreprises qui répondent à nos marchés, qui sont elles dans une situation de crise. J'ai lu dans la presse le compte-rendu de l'Assemblée générale de la Fédération du BTP. Je crois que le moral n'est pas au plus haut, pour ne pas dire il est au plus bas. On a la chance dans nos collectivités de continuer à lancer des investissements. Je pense que c'est important qu'on continue à les faire. Je pense que c'est important qu'on continue à les faire relativement vite, parce qu'il y a une nécessité à soutenir l'emploi du bâtiment dans ce département et faire en sorte effectivement qu'on ait des niveaux d'investissement qui sont ceux qu'on a connus les années précédentes. Voilà. Bon, je crois que la collectivité dans laquelle on siège aujourd'hui a toujours eu un volume d'investissement assez important, et voilà, on ne va pas en 2024 couper cet effort. On nous a même plutôt reproché l'inverse. On nous a même plutôt dit vous investissez trop. Et du coup, mais bon, voilà, on a su aussi maîtriser l'endettement. Néanmoins, je pense que le budget 2024 ne sera pas différent des années précédentes. On a, et je pense que c'est la vocation et la raison d'être d'Ardennes Métropole, que d'investir pour créer ou entretenir ou développer des équipements dont notre
notre territoire a besoin. Est-ce qu'on peut mettre cet avenant aux voix? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, les rapports 14, 15 et 16 étaient attribués à Patrick Faustier. En son absence, je vais me permettre de les présenter. Le premier, pour redire, permettra de le dire sans le faire rougir, que ça c'est une très belle innovation, je trouve, d'Ardenne Métropole, que ce trophée des entreprises. Je vous invite les uns et les autres, quand ça a lieu, à vous y rendre, parce que vous allez voir des entrepreneurs, des gens qui pour la plupart sont à la tête d'une petite entreprise, parfois de très petites entreprises, parfois ils sont tout seuls dans leur entreprise, mais qui ont la pêche, la foi dans ce qu'ils font, qui sont contents d'abord, en général, d'avoir gagné et remporté un trophée dans le cadre d'Ardenne Métropole, mais qui vraiment, chacun dans leur catégorie, innovent, ont envie de convaincre leurs clients, de développer leur activité. Et bon, même si on est souvent là pour entendre les doléances, ce qui ne va pas, voir aussi des gens positifs, pour qui ça va bien, qui sont en plein développement, ça, je vous assure que ça fait vraiment du bien. Donc ce trophée, on va le reconduire pour 2024. Enfin, je vous propose en tout cas qu'on le reconduise. On a simplement une petite suppression. En fait, on avait une subvention de 500 €. Vous allez nous dire, c'est un peu dommage de supprimer cette récompense, sauf que cette récompense, elle n'était pas attribuée simplement. Comme c'était 500 € pour faire de la communication, une fois qu'on avait versé les 500 €, on allait vérifier que l'entreprise avait effectivement fait la communication. Si ça ne faisait pas 500 €, on lui demandait de renverser. Enfin bon, on se mettait dans un système de gestion un peu lourd. Et puis, en discutant, et ça c'est le travail qu'a fait Patrick avec un certain nombre de lauréats de ce trophée des entreprises, on s'est aperçu qu'en réalité, pour la plupart d'entre elles, ces 500 €, ça ne représentait vraiment pas un sujet. C'est bien plus pour elles le fait d'être désigné et d'être notamment montré dans le cadre des supports de communication d'Ardenne Métropole, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur notre site, dans les publications qui relèvent de l'agglo. Bien, c'est ça qui finalement était pour elle le plus important. Donc voilà, on a proposé et on vous propose cette suppression de la subvention aux lauréats des trophées or et du prix coup de cœur, donc qui était d'un montant de 500 €. Donc on reconduit tout, les différentes catégories, etc., sauf cette subvention qui était un peu difficile à gérer. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le rapport suivant, c'est la mise en œuvre, vous le savez, de dispositions dérogatoires sur les dimanches du maire. Et donc, on joue notre rôle au niveau d'Ardenne Métropole de coordination. On essaie de coordonner et on a donc interrogé les différents secteurs, les différentes communes surtout, et puis aussi le secteur automobile par exemple, qui nous répond toujours sur les dimanches qu'ils souhaitent. Et donc ça aboutit à ce travail-là que vous reverrez notamment dans les communes où il y a des grandes surfaces ou des concessions automobiles installées, c'est-à-dire Charleville-Mézières, la Francheville, Villesmeuse, les Évelles, Warcq, Prix-les-Mézières, Sedan et Bazeilles. On revoit ensuite ce planning en conseil municipal puisqu'il faut un double vote, conseil communautaire, conseil municipal. Un jour quelqu'un travaille sur la simplification administrative, on pourra peut-être éventuellement proposer de ne retenir qu'un seul, mais bon, là, en l'occurrence, il y a les deux, et donc il vous est proposé d'adresser donc aux mairies un courrier d'information invitant les communes à retenir les dimanches du maire qui sont dans le tableau joint au rapport. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Non. Bon, eh bien on va mettre aux voix. Qui est contre ? Qui
Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernier rapport concerne une subvention. Là aussi, on va faire une petite économie, mais il n'y a pas de petites économies, puisque nous avions adhéré à Grand Innov, structure, l'agence d'attractivité et d'innovation de la région Grand Est, qui nous a bien aidé sur un certain nombre de projets, notamment des dépôts des réponses d'Ardennes Métropole à des appels à candidature. Mais en 2023, on a eu un peu moins d'activité avec eux et donc on propose d'ajuster à la baisse la subvention que nous leur attribuons. Elle était de 50 000 € en 2022. On propose de n'en verser que la moitié en 2023. Et puis, je rencontre moi très prochainement le nouveau directeur de la structure et on va discuter de la suite parce qu'il n'y a pas d'abonnement. En fait, donc si pour les années qui viennent, on n'arrive pas à trouver des sujets sur lesquels on pense que Grand Innov pourra nous aider, eh bien, on sera amené peut-être encore à revoir ce montant. Voilà la proposition qui vous est faite pour ce soir. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport suivant, le rapport 17. Philippe Claude. Il a un micro. Oui. Eh, vas-y, je t'en prie, je te laisse le présenter. Donc il s'agit de présenter le bail amphithéotique administratif portant sur le site de la Massérienne. Pour rappel, l'avis de la 4e commission favorable à l'unanimité. En novembre 2020 a été constituée l'association à but non lucratif FRAP, Force de réhabilitation des Ardennes et de son patrimoine industriel, associant notamment les associations FLAP et les Amis de la Massérienne Clément Bayard. Le projet présenté de revitalisation du site de la Massérienne a pour ambition de proposer un lieu de vie et une destination touristique contribuant au développement durable du territoire, avec le festival Cabaret Vert comme locomotive et source d'inspiration. Pour rappel, en date du 28 juin 2022, le Conseil communautaire a approuvé la signature d'un bail amphithéotique administratif avec l'association FRAP afin de permettre à cette association de bénéficier d'un titre d'occupation du domaine lui conférant des droits réels sur le site. Or, afin de permettre aux porteurs de projet de l'auberge de jeunesse du site, et afin de réaliser ce projet, l'une des conditions de l'aménageur est de pouvoir signer un bail à construction avec FRAP, ce qui lui permettra de bénéficier de droits réels immobiliers sur le bien et de sécuriser la construction qu'il réalisera. Or, en application des dispositions de l'article L251 du Code de la construction et de l'habitation, le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes. Or, le BEA, s'il confère des droits réels immobiliers à FRAP, ne lui permet pas d'aliéner le bien. Il est donc proposé de vendre à FRAP la partie de la Massérienne sur laquelle sera construite l'auberge de jeunesse, c'est-à-dire la cour Protin, et de retirer les parcelles concernées du bail amphithéotique administratif. Et les autres caractéristiques du bail sont bien évidemment conservées. Donc il vous est demandé de se prononcer sur le projet de bail amphithéotique administratif. Voilà, Président. Merci, Philippe. Vous l'avez compris, on va faire une petite découpe dans le bail amphithéotique pour permettre à FRAP de lancer les opérations sur cet hostel. Je redis que ce projet-là, on a une exigence, nous, particulière depuis le début, c'est que sur le fonctionnement de ce site, l'agglo ne soit jamais appelé à mettre 1 €. Donc c'est pour ça qu'on a procédé de cette manière, par bail amphithéotique, et qu'aujourd'hui, propose cette modification parce que on sait qu'on a un certain nombre, dans le cadre de cette opération, un certain nombre de travaux, des dépenses d'investissement à réaliser sur le site, mais ce qu'on ne voulait pas, c'était se retrouver ensuite avec un site qui, dans son fonctionnement, appelle des subventions de notre part ou des autres collectivités publiques. Donc ça suppose effectivement de leur donner la latitude de s'organiser, d'aller chercher des sources potentielles de revenus. Alors ça peut être de développer les énergies renouvelables. Dans ce cas-là,
Or, la turbine, puisque là c'est un sujet sur lequel nous sommes associés, mais s'ils veulent installer des panneaux solaires sur les toitures, c'est eux qui le feront, et ils auront naturellement les revenus. Mais donc, on a, je crois, une démarche assez originale avec Frappe et les amis du Cabaret Vert sur ce site, dans ce sens que tout se construit aujourd'hui pour qu'on n'ait pas demain, et qu'on puisse garantir que demain, on n'ira pas en fonctionnement dessus. C'est extrêmement important. Le fonctionnement, c'est justement pour les institutions culturelles, c'est pour les structures qui ont besoin et qui, sans une aide en fonctionnement, ne pourraient pas fonctionner. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de mettre aux voix cette adaptation de dispositif concernant la Macérienne. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernière ligne droite, c'est Michel Normand qui va prendre la tête des opérations. Michel. Merci, Président. Donc, le rapport numéro 18, évolution du périmètre et des missions de la direction de la transformation et de l'action publique. Il vous est rappelé qu'actuellement, cette direction est composée de 3 services: coopération, mutualisation et aide aux communes, juridique et assemblée qui est mutualisée, méthode et organisation, innovation et services aux usagers. Ce rapport a pour objet donc de poser l'adaptation de la DTAP en passant pour le service commande publique d'une intérim assurée par la directrice de la DTAP qui est, pour ceux qui ne la connaissent pas, juste derrière moi, au sein de cette direction. Vous trouvez l'organigramme à la page 122. Vous trouvez la façon dont on modifie les méthodes et organisations à la page 121. Il est proposé de supprimer ce service et de redéployer les missions. Et à la page 120, la commande publique, il est proposé donc d'intégrer définitivement, après 15 mois de période transitoire, le service de la commande publique à la direction de la transformation de l'action publique et de renommer, et c'est important et c'est symbolique, service des achats responsables. Voilà, Président. Vous avez aussi toutes les fiches de poste. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport suivant, Michel. Le rapport 19, c'était la traduction au tableau des effectifs du rapport 18. Donc vous voyez qu'il y a page 132, changement d'affectation. Page 132, il y a 3 suppressions de postes. Et page 133, il y a 14 créations, étant entendu que les postes actuellement occupés sont supprimés. Sinon, ça ferait beaucoup de créations d'emplois. Voilà, Président. Merci, Michel. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport suivant, c'est le CRD, le Conservatoire à rayonnement départemental. Donc le rapport numéro 20, création de postes conservatoires à rayonnement départemental, donc le CRD. Suite à l'absence de candidats sur le poste d'assistant technique d'enseignement artistique chant choral 6/20e pour la rentrée scolaire 2023-2024, 2 enseignants sont en capacité de prendre en charge les élèves sur les taux horaires pour l'un de 2/20e et pour l'autre de 3/20e, suivant leurs compétences. La 6e heure est assurée par la directrice elle-même. Dans le tableau des emplois, le poste à 3/20e est existant, contrairement à celui de 2/20e. Il est donc proposé de le créer pour l'année en cours. Et je rassure tout le monde, les cours sont assurés en ce moment, les cours de chant choral sont assurés en ce moment. Voilà, Président. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Et puis donc, dernier rapport, grand classique, l'adaptation du tableau des effectifs. Voilà, l'adaptation du tableau des effectifs qui concerne 6 services. Donc à la page 149, vous avez des propositions sur la direction de l'aménagement et du développement service logement. À la page 150, vous avez des propositions toujours sur la DAD, planification urbanisme, habitat, mobilité. En bas de la page 150, 3e service concerné, la 2C2E, la direction du cycle de l'eau et de l'environnement, avec deux sous-services concernés. Page 152, vous avez les postes concernant la direction des sports. Page 153, vous avez la direction générale des services, service coordination générale et relations extérieures. Et en bas de la page 53, vous avez le dernier service concerné, la direction des bâtiments et plus particulièrement le SEM, le service entretien et maintenance. Voilà, Président.
Merci Michel. Je vais mettre ce rapport aux voix, puis ensuite j'aurai un tout petit mot à vous dire sur la retransmission de notre conseil communautaire, mais on va mettre ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le petit mot que je voulais vous dire, c'est qu'on a en ce moment, et on a prolongé les retransmissions du conseil communautaire en direct, en Facebook Live, de nos séances, et qu'il faut bien reconnaître, alors peut-être qu'on s'y prend mal, peut-être qu'on l'informe mal, mais en tout cas, on a en général une dizaine ou une quinzaine de personnes qui nous suivent. Bon. Je pense que quand on y retire une partie de vos familles, une partie de vos amis, vos admirateurs et admiratrices forcément nombreuses, les citoyens intéressés par les débats du Conseil communautaire se réduisent à pas grand-chose. Bon. Et or, le coût est pas nul du tout. Et donc, je ne vais pas anticiper, mais je vous le dis, on a cette réflexion. Et on trouvera forcément l'occasion de s'en parler dans les semaines qui viennent. Mais enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à ce qu'était le fonctionnement antérieur du Conseil communautaire, où on a on informe bien sûr de nos réunions. Il y a des sièges qui permettent à ceux qui veulent venir assister. Vous vous souvenez à l'époque avant le Covid, dans le monde d'avant, on avait des gens qui venaient parfois s'intéresser, assister à nos débats. Bon, ça au moins, effectivement, c'est possible, ça coûte pas très cher. Et donc, bon, sauf objection majeure, mais je vous en parle pour que vous m'en parliez, me fassiez un retour si ça vous choque vraiment, qu'on finisse par arrêter cette retransmission qui, à mon sens, aujourd'hui, est un peu disproportionnée en termes de coût par rapport à l'intérêt qu'elle présente. Voilà. Mais donc on continuera bien sûr, c'est la loi, à avoir des séances publiques et ouvertes au public. Maintenant, faut-il qu'on filme, qu'on retransmette, tout ça, à mon sens, est un peu excessif. Voilà, merci à vous, bonne soirée et puis à très bientôt.